Bonjour, merci à tous ceux qui peuvent être là. Moi je m'appelle Aja et je me propose aujourd'hui de discuter avec vous du jeûne pendant le travail obstétrical. Donc il faut savoir que le fait d'être à jeun pendant le travail, c'est quasiment un dogme qui repose initialement sur l'étude de Mendelssohn que tout le monde connaît, paru en 1946, qui étudie l'inhalation chez les parturientes bénéficiant d'une anesthésie générale. Les conclusions de cette étude, globalement, c'est que chez les parturientes, la vidange gastrique est ralentie, ce qui favoriserait l'inhalation, qui serait évitable grâce à trois principales règles mises en évidence dans cette étude. 1. La mise à jeun durant le travail. 2. Favoriser bien sûr l'anesthésie loco-régionale par rapport à l'AG pour la prise en charge de ces patientes. Et 3. L'administration d'antiacides. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la mise à jeun pendant le travail, au final, elle repose sur très peu de données objectives au niveau scientifique. Donc c'est intéressant de se poser la question. Et en fait, il y a cette étude qui est parue en 2011 qui en fait évalue le taux d'inhalation chez les femmes enceintes qui subissent des aspirations sous-âgées mais sans être intubées, sachant que ce sont des femmes enceintes au premier et au deuxième trimestre. Donc en fait, il y avait plus de 62 000 interventions qui ont été effectuées, dont 11 000 au moins au-delà de 14 semaines d'aménorrhée, donc au niveau du deuxième trimestre. Ce qui est intéressant de voir dans cette étude, c'est qu'ils ont réussi à garder en fait, la majorité de leurs patients en ventilation spontanée, donc 88%, quelques ventilations au masque, et finalement une seule patiente dans l'étude qui a dû être intubée. Par contre, je ne connais pas l'indication de cette intubation, ce n'était pas explicité dans l'étude. Donc avec cette cohorte, eux, ils ont en fait constaté aucune inhalation avec cet intervalle de confiance. Et donc du coup, avec les effectifs rassemblés par cette cohorte, ils estiment que le risque d'inhalation maximum, quand on s'approche en fait de la fin du deuxième trimestre, c'est en fait très très faible, c'est 0,1% au maximum. Donc en fait, c'est vraiment beaucoup plus faible que ce à quoi on s'attendrait, vu qu'en fait maintenant, on se dit que pourquoi pas donner à manger du coup aux dames pendant le travail, vu qu'en fait on se dit que l'inhalation, c'est pas forcément un si gros risque que ça en termes d'incidence. Sachant qu'en plus le jeûne, ça pourrait induire mettre une cétose, comme on le sait, qui va diminuer l'efficacité des contractions utérines et allonger le travail des parturientes. En plus, le fait d'être à jeun, c'est vu comme une contrainte pour beaucoup de femmes pendant leur travail. Et en fait, quand on leur laisse le choix, il y a des études qui montrent qu'elles préfèrent manger et en fait, elles vont d'elles-mêmes aller vers des repas plutôt légers. De plus, la mise à jeun, elle trouve que c'est stressant dans 27% des cas, ce qui est assez dommage en fait, pendant l'accouchement, qui est censé être quand même une bonne expérience pour les jeunes femmes. Et il y en a jusque 30%, donc quasiment un tiers, qui déclarent qu'elles auraient voulu manger si on leur avait laissé le choix. Donc, les recommandations actuelles dans les sociétés scientifiques, une classe phare en 2017, elle dit globalement que c'est les liquides non particulaires qui peuvent être administrés pendant le travail après la pause de la péridurale, sauf chez les parturientes qui sont à risque d'inhalation, et eux, c'est les trois gros facteurs de risque, donc c'est diabète, obésité ou césarienne prévisible. Par contre, dans cette recommandation, il n'y a aucune. Ils n'explicitent pas correctement la quantité de liquide qu'on peut leur donner et si on peut en fait leur donner une alimentation solide. Il dit juste que les liquides non particuliers sont préférés. Dans les recommandations européennes, c'est un petit peu différent. Donc, eux aussi, ils parlent des liquides clairs non particuliers et là, ils disent que c'est vraiment à volonté, avec une restriction peut-être un peu plus importante chez les patients qui ont des facteurs de risque d'inhalation ou bien du passé en césarienne. Et par contre, ils parlent, eux, explicitement des solides, donc ils disent décourager pendant le travail, mais possible régime léger chez les patientes à faible risque. On en discutera plus tard, mais il n'y a pas de définition claire du régime léger et des facteurs de risque chez ces patientes. Et enfin, chez les Américains, c'est un peu plus strict que chez les Européens, c'est-à-dire les liquides clairs non particuliers, comme ce qu'on fait actuellement. Et eux, pour le coup, vraiment, ils disent pas de solide, en appuyant sur le fait que la quantité de liquide, c'est à volonté. Parce qu'en fait, c'est pas la quantité de liquide qui est importante, mais vraiment la nature. En fait, le fait qu'il n'y ait pas de particules dans les liquides, c'est ce qui est le plus important selon les sociétés scientifiques américaines. Donc, le travail, en fait, et même la grossesse, en fait, induisent, on dit, un statut d'estomac plein à partir de 20 semaines d'aménorrhée. Donc ça, c'est vraiment le cut-off qui est retenu. Et pourquoi, en fait, on dit que les femmes enceintes sont considérées comme estomac plein? En fait, à cause de la grossesse, il va y avoir plusieurs modifications. D'abord mécaniques, avec l'augmentation de la pression intra-abdominale due à l'expansion de l'utérus. La diminution de la motilité gastrique qui est induite par la sécrétion progestative, et enfin la baisse de tonicité du sphincter inférieur de l'œsophage. Avec ces trois éléments mis ensemble, on peut facilement imaginer qu'en effet, elles seraient plus à risque d'inhalation.
Mais en fait, dans les études les plus récentes, ces hypothèses sont extrêmement challengées. En fait, entre la théorie et la pratique, on se rend compte que c'est pas forcément très concordant. Il y a notamment cette étude parue en 1999 qui se propose d'étudier les effets de l'alimentation sur le travail chez les parturientes. Et en fait, ils font deux groupes. Un groupe régime léger, qui est en fait celui-ci, qui est exposé ici, versus un groupe où les femmes ont seulement de l'eau. Et en fait, ce qui compare dans les deux groupes, c'est les effets de l'alimentation, 1 sur le métabolisme, 2 sur l'issue du travail, le mode d'accouchement, et 3 sur le volume gastrique et le risque d'inhalation réel chez ces femmes qui sont alimentées. Donc, ce qu'on a dans cette étude, c'est une population avec environ une quarantaine de patientes dans chaque groupe, avec des groupes qui sont plutôt homogènes. Et en fait, ce qu'on peut voir au niveau des effets métaboliques, donc là, bêta-hydroxybutyrate, c'est les corps cétoniques, on voit que de façon significative, les patientes qui sont alimentées vont produire moins de corps cétoniques. Ça, c'est complètement logique et c'est le résultat auquel on s'attend. En parallèle, on peut voir par contre qu'il n'y a pas de différence en termes de lactatémie entre les deux groupes. En termes de volume gastrique, on peut voir en fait qu'ils ont fait une mesure de la surface de l'antre par des échographies gastriques répétées chez les patientes, dans le groupe alimenté et dans le groupe à jeun, avec de façon logique une différence significative avec un volume qui est plus élevé chez les femmes qui sont alimentées durant le travail. Par contre, eux, ils mettent en évidence plus de vomissements chez les patientes qui sont alimentées. Et s'il y a des vomissements, eh bien, les volumes sont plus importants également chez les patientes qui sont alimentées. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en effet, elles vomissent plus, les patientes qui sont alimentées. Elles vomissent des plus grands volumes. Par contre, il n'y a pas plus d'inhalation. En fait, il n'y a aucune inhalation qui a été diagnostiquée pendant cette étude. Et enfin, concernant le mode d'accouchement, on voit qu'il n'y a pas de différence entre les patients qui accouchent par voie basse, qui est une extraction instrumentale, ou bien le taux de césarienne. Et enfin, pareil sur la vitalité fétale, c'est-à-dire le score d'Apgar, c'était plutôt à 5 minutes qu'il regardait, il avait le même taux de patiente dont l'enfant avait un score inférieur à 7 à 5 minutes. Donc au final, il n'y avait pas de différence sur l'issue du travail, entre qu'on soit alimenté ou qu'on soit mis à jeun. En effet, une majoration logique du volume gastrique résiduel, mais sans qu'il y ait plus d'inhalation. Et moins de cétose, en effet, chez les patientes qui sont alimentées, mais pas de répercussions sur l'issue du travail, et notamment pas d'allongement du travail, comme on l'avait vu dans les premières études, qui disaient qu'en fait, la cétose pouvait allonger le travail des parturientes. Ce qui est intéressant, en fait, quand on continue de regarder un petit peu la bibliose, il y a cette revue en fait, de 2013 de Cochrane qui rassemble 5 études avec 3130 parturiantes, qui, pareil, en fait, se propose d'étudier les apports de l'alimentation pendant le travail. Donc, en fait, il y a les 5 études, c'est les patients soit elles ont de l'eau seule versus des liquides glucidiques, de l'eau versus une alimentation, ou bien vraiment une mise à jeun complète versus une alimentation libre. Ce qu'il faut noter, c'est les critères de jugement principaux. Ils étaient dans 2 catégories, donc le taux de césarienne, le taux en fait, d'accouchement par voie basse avec extraction instrumentale et la satisfaction maternelle. Ça aurait été intéressant, mais finalement dans les 5 études, il n'y a aucune qui a comme critère de jugement la satisfaction maternelle, que ce soit dans les critères de jugement principaux ou secondaires. Et au niveau fœtal, à nouveau, le score d'Apgar inférieur à 7 à 5 minutes. Et les hypoglycémiques ont pu être intéressantes au niveau métabolique, mais qui, pareil, n'étaient pas évaluées dans ces études. Le seul biais qui est important quand même à noter dans cette revue, c'est que c'était une revue avec 3130 parturiantes. En fait, il y avait une étude qui était parue en 2009 qui en fait évaluait les effets de l'alimentation pendant le travail, qui représentait en fait plus des 2/3 des patientes de la revue. Donc en fait, quand les résultats étaient en faveur ou pas de l'alimentation ou bien du jeûne, c'était en fait les résultats de cette étude qui ressortaient. Donc on voyait globalement entre les patientes qui étaient laissées à jeun, c'est-à-dire seulement les liquides clairs, de l'eau, ou bien qui étaient alimentées, il n'y avait aucune différence significative sur aucun de ces critères de jugement. Et concernant les critères de jugement principaux de la revue, il y avait une absence complète de différence significative sur l'ensemble des critères de jugement principaux. Et j'ai aussi noté qui était intéressant, il y avait comme critère de jugement secondaire les vomissements, avec en fait un risque relatif moyen à 0,90, mais non significatif, et puis l'intervalle de confiance passe par 1. Et en fait, c'est du coup discordant par rapport à ce qu'on avait pu voir dans l'étude précédente, qui montrait qu'il y avait plus de vomissements chez les femmes qui étaient alimentées.
Donc là, on poursuit avec une nouvelle méta-analyse de 2017 qui étudie pareil les effets de l'alimentation pendant le travail. Cette fois-ci, c'est 10 études et 3900 parturientes, donc pas beaucoup plus que dans la première revue. Et le critère de jugement principal, c'est la durée de travail. La chose qui est intéressante de noter dans cette revue, c'est qu'il se propose d'étudier les femmes mises à jeun versus les femmes qui sont alimentées. En fait, quand on regarde les études qui ont été incluses dans cette méta-analyse, on voit que dans le groupe interventionnel, finalement, sur les 10 études, il n'y en a que 4 où les femmes sont vraiment alimentées. On voit que dans le groupe comparaison, en effet, elles ont soit de l'eau, soit des glaçons. Mais dans le groupe interventionnel, en fait, là, on voit qu'ici, il n'y a que 7 études là tout en bas où elles sont alimentées. Et là, sur les dernières, il y en a 3 avec ici. Donc, je ne sais pas si on peut considérer ça comme de l'alimentation, c'était seulement du sirop de date. Bon, je ne sais pas dans quelle catégorie la mettre, mais je trouvais intéressant de dire que cette méta-analyse s'intéressait à l'alimentation versus la mise à jour pendant le travail et qu'au final, il n'y a que 4 études sur les 10 inclus qui vraiment aient des femmes qui soient alimentées. Mais en fait, ce qui ressort néanmoins de cette étude, c'était pas de différence au niveau de la durée du travail obstétrical, mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils voyaient aussi les vomissements et les inhalations. Et en fait, il y avait une absence, pareil, totale de différence significative, que ce soit sur le nombre de vomissements, d'inhalations chez les patients qui ont dû subir une anesthésie générale. En fait, il n'y en a eu aucune. Il n'y a eu aucun syndrome de Lange-Nielsen diagnostiqué. Donc, la deuxième partie s'est intéressée à l'échographie chez ces femmes enceintes, parce que finalement, là, ce qu'on retient des études globalement, c'est qu'il y a une grande discordance entre l'attitude à avoir pendant le travail obstétrical en termes d'alimentation de ces femmes parturientes. Donc, ce qu'on peut proposer, c'est de faire une échographie gastrique avec un score qualitatif de PRLS défini en 2011 avec en fait la même chose que pour les patients qui sont pris en charge au bloc opératoire, une échographie gastrique avec la sonde abdominale qui permet de visualiser l'antre ici juste à côté du foie. Et en fait, le score il est en trois parties, soit l'antre est vide, soit il y a une présence de fluide mais seulement en éductus latéral droit, soit il y a une présence de fluide dans les deux positions, l'éductus latéral droit et l'éductus dorsal, ce qui définit globalement un estomac plein. Donc il y avait Bataille et les autres auteurs en 2015 qui en fait ont décidé d'évaluer le contenu gastrique durant le travail chez des parturientes qui ont une anesthésie péridurale. Ils ont fait l'échographie gastrique sur les mêmes modalités que l'on connaît chez les patientes en décubitus en dorsal strict. La seule chose qu'il fallait noter, c'était que les repères anatomiques étaient modifiés du fait de l'utérus gravide, avec du coup l'antre qu'on retrouvait beaucoup plus bas par rapport aux repères habituels. Ce qu'ils ont fait dans cette étude, c'est dans la première partie, ils ont mesuré ce qui s'appelle CSA. En fait, c'est la surface de l'antre dans le plan transversal chez 6 femmes en fin de grossesse qui n'étaient pas en travail. Et ils ont fait la mesure à 2 moments. Une première mesure lorsque les patientes étaient à jeun, et une deuxième mesure après que les patientes aient ingéré 250 cc de liquide non clair, donc en fait après qu'elles soient considérées comme l'estomac plein. Pourquoi ils ont fait ça? C'était en fait pour valider le cut-off qui était prédéfini à 320 mm² pour dire que l'estomac est plein. Donc quand on est au-dessus de ce cut-off, on est considéré comme l'estomac plein. Quand on est en dessous, l'estomac n'est pas plein. Donc ce qui était intéressant de voir, c'est que ces femmes qui étaient du coup en fin de grossesse, après avoir été mises à jeun, étaient considérées à 2 parties, à 2 moments de leur travail. La première fois, c'était au moment de la pause de la péridurale, ici à gauche, et la deuxième fois, c'était au moment où elles étaient à dilatation complète. Sachant que la première mesure échographique, donc celle faite au moment de la pause de la péridurale, elle était faite après une durée médiane de jeûne de 6 heures pour les liquides et 14 pour les solides. Donc les femmes vraiment considérées comme à jeun. Donc ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'au moment de la pause de la péridurale, donc pendant le travail, il y a à peu près la moitié des femmes qui sont considérées comme estomac plein si on prend en compte le cut-off à 320 mm². Et en fait, on voit qu'au fur et à mesure du travail, après la pause de la péridurale, et en fait au moment où elles arrivent à dilatation complète, quand on refait l'échographie, eh bien, la majeure partie des patientes ne sont plus considérées comme estomac plein.
Donc en fait, il y a une vidange gastrique qui se fait pendant le travail, même si elle est ralentie par rapport à des patientes qui ne sont pas enceintes, elle reste préservée et le statut d'estomac vide est atteignable chez les parturientes et pendant le travail obstétrical. Pour appuyer cette étude, il y avait une deuxième qui est parue là en 2022 qui évaluait en fait pareil la vidange gastrique par échographie après un repas léger dans 4 populations. Une première population de femmes non enceintes, une deuxième de femmes enceintes en fin de grossesse, donc au 3e trimestre, et enfin la dernière population c'était les parturientes avec ou sans péridurale. Et en fait le critère de jugement principal de cette étude c'était la surface de l'antre à 15 minutes et à 1h30 après l'ingestion d'un repas léger qui était en fait un yaourt. Donc ce qui est intéressant de voir dans cette figure, je ne sais pas si je peux déplacer ça. Ce qui est intéressant de voir dans cette figure, c'est que déjà, initialement, dans l'ensemble des populations, si on garde le cut-off à 320 mm², les patientes sont considérées comme estomac non plein. Donc ça déjà c'est aussi discordant avec ce qu'on avait vu dans l'étude précédente, où les parturientes, quand elles avaient la première mesure de l'antre gastrique, quand elles posaient la péridurale, elles étaient quasiment la moitié des parturientes étaient estomac plein. Là on voit que la plupart des patientes incluses dans cette étude sont estomac non plein au début. Donc là il y a l'ingestion du repas. Donc là, on voit l'écho gastrique qui montre que l'estomac est plein 15 minutes après. Et en fait, à 90 et à 120, c'est la même chose. En fait, on voit en effet que la vidange gastrique, elle existe. Donc, on a une diminution de la taille de l'antre à l'échographie gastrique. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est la vitesse de cette vidange qui est en fait crescendo dans les 4 populations. Les patientes qui vont le plus rapidement avoir un estomac vide, ce sont les patientes qui ne sont pas enceintes. Ici. Suivi ensuite par les patientes qui sont enceintes mais qui ne sont pas en travail. Et dans le groupe des patientes qui sont en travail, donc dans les parturientes, on voit une différence significative entre celles qui ont une péridurale, ici, et celles qui n'en ont pas. Et donc, ce qui va dans le sens des autres études et que l'on voit très clairement sur ce graphique, c'est que la vidange gastrique, elle reste existante pendant le travail, mais elle est ralentie. Donc là, en fait, on voit ici, c'est le taux de vidange de l'estomac en fonction des groupes. Et globalement, plus la croix est haute, plus la vidange se fait rapidement. En fait, les patientes chez lesquelles la vidange se fait le plus lentement, c'est les parturientes qui n'ont pas d'épidurale, de péridurale, pardon. Et en fait, l'hypothèse pour expliquer ce résultat, ce serait que la vidange gastrique, elle soit en fait modulée par plusieurs éléments, et notamment le stress, la douleur. Et en fait, les patientes, quand elles ont mal, elles vidangent moins bien leur estomac, et ce serait l'avantage de la péridurale pendant le travail, quand on réfléchit à la vidange gastrique. Donc globalement, ce qu'on peut retenir de cette revue de la littérature, c'est qu'il n'y a pas de différence déjà au niveau obstétrical en termes de temps de travail, de mode d'accouchement ou néonatal chez les parturientes qui sont alimentées. Ensuite, la vidange gastrique, oui, elle est ralentie, mais en fait, on a bien vu que l'estomac ne reste pas plein durant l'ensemble du travail. Donc là, ce serait peut-être une idée d'utiliser l'échographie gastrique à ce moment-là pour décider si on peut alimenter ou pas les parturientes, surtout si elles ont une péridurale, dont on sait qu'elle va accélérer cette vidange gastrique. Il n'y a pas vraiment de données pour dire qu'il y a moins d'inhalation, parce qu'en fait, le syndrome de Mendelssohn, maintenant, c'est devenu tellement rare qu'en fait, on ne peut pas étudier l'incidence dans les deux groupes, vu qu'elle est pour l'instant égale à 0. Et l'idée, ce serait peut-être d'évoluer vers un régime léger pour les parturientes dites à faible risque, ce qui n'était pas très bien défini. J'ai trouvé une seule étude qui définissait de nombreux facteurs de risque. En tout cas, c'était une étude dans laquelle, pareil, ils voyaient les effets du jeûne ou bien de l'alimentation pendant le travail obstétrical. Et en fait, eux, ils disaient que chez les parturientes qui n'étaient pas à haut risque, donc les parturientes qui ne rentraient dans aucune de ces catégories, on pouvait proposer un régime léger. Mais si on prend en compte l'ensemble de ces études, on pourrait se dire que chez les parturientes, après avoir évalué le risque de façon plurifactorielle, maternelle, obstétricale, anesthésique, fétale, se dire si elles rentrent ou pas dans la catégorie haut risque qui a été définie précédemment. Si elles sont dans la catégorie haut risque, on reste sur le liquide clair pendant l'ensemble du travail obstétrical. Par contre, si elles ne sont pas dans la catégorie à haut risque, on peut se dire qu'après avoir fait une échographie gastrique qui montrait que l'estomac n'était pas plein, a fortiori chez une patiente qui a une péridurale et du coup qui va continuer à avoir une vidange gastrique qui est accélérée,
peut-être introduire un régime léger pendant le travail, surtout quand on sait que pour les parturientes, je vous le rappelle, la mise à jeun pendant le travail, c'est vécu comme quelque chose de stressant, qu'elles-mêmes, elles préféraient manger pendant le travail et que même si elles mangent, elles ne vont pas se diriger spontanément vers des repas, vers des gros repas, elles prennent plutôt des choses légères. Après, ce qui est difficile à translater, c'est que c'était la plupart des cas des études d'origine anglo-saxonne. Donc, eux, ils parlaient souvent d'alimentation type crackers. Donc, c'est un peu difficile de voir ça un peu en France. Mais moi, j'ai proposé, pourquoi pas, le BIC qui est tout fin, léger, et qui pourrait correspondre à beaucoup de parturientes. Voilà.